Lettre première. Cécile Volanges à Sophie Carnet. Aux Ursulines de. Tu vois ma bonne amie que je tiens parole et que les bonnets et les pompons ne prendront pas tout mon temps? Il m'en restera toujours pour toi. J'ai pourtant vu plus de parures dans cette seule journée que dans les 4 ans que nous avons passés ensemble. Et je crois que la superbe Tanville aura plus de chagrin à ma première visite, où je compte bien la demander, qu'elle n'a cru nous en faire toutes les fois qu'elle est venue nous voir in fiocco. Maman m'a consultée sur tout. Elle me traite beaucoup moins en pensionnaire que par le passé. J'ai une femme de chambre à moi, une chambre et un cabinet dont je dispose. Et je t'écris un secrétaire très joli, dont on m'a remis la clé, et où je peux renfermer tout ce que je veux. Maman m'a dit que je la verrais tous les jours à son lever. Il suffisait que je fusse coiffée pour dîner, parce que nous serions toujours seuls, et qu'alors elle me dirait chaque jour l'heure où je devais l'aller joindre l'après-midi. Le reste du temps est à ma disposition, et j'ai ma harpe, mon dessin, et des livres comme au couvent. Si ce n'est que la mère Perpétue n'est pas là pour me gronder, et qu'il ne tiendrait qu'à moi d'être toujours à ne rien faire. Mais comme j'ai pas ma Sophie pour causer et pour rire, j'aime autant m'occuper. Il n'est pas encore 5 heures, je ne dois aller retrouver maman qu'à 7. Voilà bien du temps. Si j'avais quelque chose à te dire, mais on ne m'a encore parlé de rien. Et sans les apprêts que je vois faire, et la quantité d'ouvrières qui viennent toutes pour moi, je croirais qu'on ne songe pas à me marier, et que c'est un radotage de plus de la bonne Joséphine. Cependant, maman m'a dit si souvent qu'une demoiselle devait rester au couvent jusqu'à ce qu'elle se mariât, que puisqu'elle m'en fait sortir, il faut bien que Joséphine ait raison. Il vient d'arrêter un carrosse à la porte, et maman me fait dire de passer chez elle tout de suite. Si c'était le monsieur, je ne suis pas habillée. La main me tremble et le cœur me bat. J'ai demandé à la femme de chambre si elle savait qui était chez ma mère. Vraiment, m'a-t-elle dit. C'est monsieur C. Et elle riait. Oh, je crois que c'est lui. Je reviendrai sûrement te raconter ce qui se sera passé. Voilà toujours son nom. Il ne faut pas se faire attendre. Adieu. Jusqu'à un petit moment. Comme tu vas te moquer de la pauvre Cécile. Oh, j'ai été bien honteuse. Mais tu aurais été attrapée comme moi. En entrant chez maman, j'ai vu un monsieur en noir debout auprès d'elle. Je l'ai salué du mieux que j'ai pu, et je suis restée sans pouvoir bouger de ma place. Tu juges combien je l'examinais. Madame, a-t-il dit à ma mère, en nous saluant, voilà une charmante demoiselle, et je sens mieux que jamais le prix de vos bontés. À ce propos si positif, il me prit un tremblement tel que je ne pouvais me soutenir. J'ai trouvé un fauteuil et je m'y suis assise, bien rouge et bien déconcertée. J'y étais à peine, que voilà cet homme à mes genoux. Ta pauvre Cécile alors a perdu la tête. J'étais, comme m'a dit maman, tout effarouchée. Je me suis levée en jetant un cri perçant. Tiens, comme ce jour de tonnerre. Maman est partie d'un éclat de rire en me disant « Eh bien, qu'avez-vous? Asseyez-vous et donnez votre pied à monsieur. » En effet, ma chère amie, le monsieur était un cordonnier. Je ne peux te rendre compte combien j'ai été honteuse. Par bonheur, il n'y avait que maman. Je crois que quand je serai mariée, je ne me servirai plus de ce cordonnier-là. Conviens que nous voilà bien savantes. Adieu. Il est près de 6 heures et ma femme de chambre dit qu'il faut que je m'habille. Adieu, ma chère Sophie. Je t'aime comme si j'étais encore au couvent. PS. Je ne sais pas par qui envoyer ma lettre. Ainsi, j'attendrai que Joséphine vienne. Paris, ce 3 août 1700 quelque chose. Lettre 2. La marquise de Merteuil au vicomte de Valmont, au château de... Revenez, mon cher vicomte, revenez. Que faites-vous? Que pouvez-vous faire chez une vieille tante, dont tous les biens vous sont substitués? Partez sur le champ, j'ai besoin de vous. Il m'est venu une excellente idée, et je veux bien vous en confier l'exécution. Ce peu de mots devrait suffire, et, trop honoré de mon choix, vous devriez venir, avec empressement, prendre mes ordres à genoux. Mais vous abusez de mes bontés, même depuis que vous n'en usez plus. Et dans l'alternative d'une haine éternelle ou d'une excessive indulgence, votre bonheur veut que ma bonté l'emporte. Je veux donc bien vous instruire de mes projets. Mais jurez-moi qu'en fidèle chevalier, vous ne courrez aucune aventure que vous n'ayez mis fin à celle-ci. Elle est digne d'un héros. Vous servirez l'amour et la vengeance. Ce sera enfin une rouerie de plus à mettre dans vos mémoires. Oui, dans vos mémoires, car je veux qu'ils soient imprimés un jour et je me charge de les écrire. Mais laissons cela, et revenons à ce qui m'occupe. Madame de Volanges marie sa fille. C'est encore un secret, mais elle m'en a fait part hier. Et qui croyez-vous qu'elle ait choisi pour gendre? Le comte de Guercourt, qui m'aurait dit que je deviendrais la cousine de Guercourt. J'en suis dans une fureur. Mais bien, vous ne devinez pas encore? Oh, l'esprit lourd! Lui avez-vous donc pardonné l'aventure de l'intendante?
Et moi, n'ai-je pas encore plus à me plaindre de lui, monstre que vous êtes? Mais je m'apaise, et l'espoir de me venger rassérène mon âme. Vous avez été ennuyé 100 fois, ainsi que moi, de l'importance que met Guercourt à la femme qu'il aura, et de la sotte présomption qui lui fait croire qu'il évitera le sort inévitable. Vous connaissez sa ridicule prévention pour les éducations cloîtrées, et son préjugé plus ridicule encore, en faveur de la retenue des blondes. En effet, je gagerais que malgré les 60 000 livres de rente de la petite Volanges, il n'aurait jamais fait ce mariage si elle eût été brune, ou si elle n'eût pas été au couvent. Prouvons-lui donc qu'il n'est qu'un sot. Il le sera sans doute un jour. Ce n'est pas là ce qui m'embarrasse. Mais le plaisant serait qu'il débutât par là. Comme nous nous amuserions le lendemain en l'entendant se vanter. Car il se vantera. Et puis, si une fois vous formez cette petite fille, il y aura bien du malheur si le Guercourt ne devient pas, comme un autre, la fable de Paris. Au reste, l'héroïne de ce nouveau roman mérite tous vos soins. Elle est vraiment jolie. Cela n'a que 15 ans, c'est le bouton de rose. Gauche à la vérité, comme on ne l'est point, et nullement maniérée. Mais vous autres hommes, vous ne craignez pas cela? De plus, un certain regard langoureux qui promet beaucoup en vérité. Ajoutez-y, je vous la recommande. Vous n'avez plus qu'à me remercier et m'obéir. Vous recevrez cette lettre demain matin. J'exige que demain, à 7 heures du soir, vous soyez chez moi. Je ne recevrai personne qu'à eux, pas même le régnant chevalier. Il n'a pas assez de tête pour une aussi grande affaire. Vous voyez que l'amour ne m'aveugle pas. À 8 heures, je vous rendrai votre liberté, et vous reviendrez à 10, souper avec le bel objet, car la mère et la fille souperont chez moi. Adieu, il est midi passé. Bientôt, je ne m'occuperai plus de vous. Paris, ce 4 août 1700 quelque chose. Lettre 3. Cécile Volanges à Sophie Carnet. Je ne sais encore rien, ma bonne amie. Maman avait hier beaucoup de monde à souper. Malgré l'intérêt que j'avais à examiner, les hommes surtout, je me suis fort ennuyée. Hommes et femmes, tout le monde m'a beaucoup regardée. Et puis on se parlait à l'oreille, et je voyais bien qu'on parlait de moi. Ça me faisait rougir. Je pouvais m'en empêcher. Je l'aurais bien voulu, car j'ai remarqué que quand on regardait les autres femmes, elles ne rougissaient pas. Bien, c'est le rouge qu'elles mettent qui empêche de voir celui que l'embarras leur cause. Car il doit être bien difficile de ne pas rougir quand un homme vous regarde fixement. Ce qui m'inquiétait le plus, c'était de ne pas savoir ce qu'on pensait sur mon compte. Je crois avoir entendu pourtant 2 ou 3 fois le mot de jolie, mais j'ai entendu bien distinctement celui de gauche. Et il faut que cela soit bien vrai, car la femme qui le disait est parente et amie de ma mère. Elle paraît même avoir pris tout de suite de l'amitié pour moi. C'est la seule personne qui m'ait un peu parlé dans la soirée. Nous souperons demain chez elle. J'ai encore entendu, après souper, un homme que je suis sûre qui parlait de moi, et qui disait à un autre, « Il faut laisser mûrir cela, nous verrons cet hiver. » C'est peut-être celui-là qui doit m'épouser. Mais alors, ce ne serait donc que dans 4 mois? Je voudrais bien savoir ce qui en est. Voilà Joséphine, et elle me dit qu'elle est pressée. Je veux pourtant te raconter encore une de mes gaucheries. Oh, je crois que cette dame a raison. Après le souper, on s'est mis à jouer. Je me suis placée auprès de maman. Je ne sais pas comment cela s'est fait, mais je me suis endormie presque tout de suite. Un grand éclat de rire m'a réveillée. Je ne sais si l'on riait de moi, mais je le crois. Maman m'a permis de me retirer, et elle m'a fait grand plaisir. Figure-toi qu'il était 11 heures passées. Adieu, ma sœur Sophie. Aime toujours bien ta Cécile. Je t'assure que le monde n'est pas aussi amusant que nous l'imaginions. Paris, ce 4 août 1700 quelque chose. Lettre 4. Le vicomte de Valmont à la marquise de Merteuil, à Paris. Vos ordres sont charmants. Votre façon de les donner est plus aimable encore. Vous feriez chérir le despotisme. Ce n'est pas la première fois, comme vous savez que je regrette de ne plus être votre esclave. Et tout monstre que vous dites que je suis, je ne me rappelle jamais sans plaisir le temps où vous m'honoriez de noms plus doux.
Souvent même, je désire de les mériter de nouveau, et de finir par donner, avec vous, un exemple de constance au monde. Mais de plus grands intérêts nous appellent. Conquérir est notre destin, il faut le suivre. Peut-être au bout de la carrière, nous rencontrerons Ngor. Car, soit dit sans vous fâcher, ma très belle marquise, vous me suivez au moins d'un pas égal. Et, depuis que nous séparons pour le bonheur du monde, nous prêchons la foi, chacun de notre côté. Il me semble que dans cette mission d'amour, vous avez fait plus de prosélytes que moi. Je connais votre zèle, votre ardente ferveur, et si ce Dieu-là nous jugeait pour nos œuvres, vous seriez un jour la patronne de quelque grande ville, tandis que votre ami serait au plus un sang de village. Ce langage vous étonne, n'est-il pas vrai? Mais depuis 8 jours, je n'en parle pas d'autre. Et c'est pour m'y perfectionner que je me vois forcé de vous désobéir. Ne vous fâchez pas et écoutez-moi, dépositaire de tous les secrets de mon cœur. Je vais vous confier le plus grand projet que j'ai jamais formé. Que me proposez-vous? De séduire une jeune fille qui n'a rien vu, ne connaît rien, qui, pour ainsi dire, me serait livrée sans défense, qu'un premier hommage ne manquerait pas d'enivrer, et que la curiosité mènera peut-être plus vite que l'amour. 20 autres peuvent y réussir comme moi. Il n'en est pas ainsi de l'entreprise qui m'occupe. Son succès m'assure autant de gloire que de plaisir. L'amour qui prépare ma couronne hésite lui-même entre le myrte et le laurier. Ou plutôt, il les réunira pour honorer mon triomphe. Vous-même, ma belle amie, vous serez saisie d'un saint respect, et vous direz avec enthousiasme: voilà l'homme selon mon cœur. Vous connaissez la présidente Tourvel, sa dévotion, son amour conjugal, ses principes austères. Voilà ce que j'attaque. Voilà l'ennemi digne de moi. Voilà le but où je prétends atteindre. Et si de l'obtenir je n'emporte le prix, j'aurai du moins l'honneur de l'avoir entrepris. On peut citer de mauvais vers quand ils sont d'un grand poète. Vous saurez donc que le président est en Bourgogne, à la suite d'un grand procès. J'espère lui en faire perdre un plus important. Son inconsolable moitié doit passer ici tout le temps de cet affligeant veuvage. Une messe chaque jour, quelques visites aux pauvres du canton, des prières du matin et du soir, des promenades solitaires, de pieux entretiens avec ma vieille tante, et quelquefois un triste whist devait être ses seules distractions. Je lui en prépare de plus efficaces. Mon bon ange m'a conduit ici, pour son bonheur et pour le mien. Insensé! Je regrettais 24 heures que j'ai sacrifiées à des égards d'usage. Combien on me punirait en me forçant de retourner à Paris. Heureusement, il faut être 4 pour jouer au whisky. Et comme il n'y a ici que le curé du lieu, mon éternelle tante m'a beaucoup pressé de lui sacrifier quelques jours. Vous devinez que j'ai consenti. Vous n'imaginez pas combien elle me cajole depuis ce moment. Combien surtout elle est édifiée de me voir régulièrement à ses prières et à sa messe. Elle ne se doute pas de la divinité que j'y adore. Me voilà donc, depuis 4 jours, livré à une passion forte. Vous savez si je désire vivement, si je dévore les obstacles. Mais ce que vous ignorez, c'est combien la solitude ajoute à l'ardeur du désir. Je n'ai plus qu'une idée. J'y pense le jour, j'y rêve la nuit. J'ai bien besoin d'avoir cette femme pour me sauver du ridicule, d'en être amoureux. Car, où ne mène pas un désir contrarié? Oh, délicieuse jouissance! Je t'implore pour mon bonheur et surtout pour mon repos. Que nous sommes heureux que les femmes se défendent si mal. Nous ne serions auprès d'elles que de timides esclaves.
J'ai dans ce moment un sentiment de reconnaissance pour les femmes faciles, qui m'amène naturellement à vos pieds. Je m'y prosterne pour obtenir mon pardon, et j'y finis cette trop longue lettre. Adieu, ma très belle amie. Sans rancune. Du château de 5 août 1700 quelque chose.